La RSE, ça peut parfois faire peur parce qu'on l'associe très souvent à des obligations réglementaires, à des moyens financiers élevés ou des moyens humains dédiés. Mais pour les TPE, c'est surtout des actions simples qui créent de la valeur rapidement. Et dans ce webinaire, vous allez découvrir comment vous engager à votre échelle, sans lourdeur et avec un vrai impact pour vos clients et pour votre équipe. Alors, la RSE, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'intégrer aux activités de l'entreprise des préoccupations économiques, sociales et environnementales, avec l'objectif que toutes ces actions aient un impact positif sur les salariés, donc les hommes, notre société et plus largement le monde, mais également que ça génère un retour bénéfique pour votre entreprise. Donc en gros, la RSE va permettre de valoriser votre engagement et donner du sens, montrer que votre entreprise agit avec des valeurs qui parlent à vos parties prenantes. Elle va également créer de la confiance parce qu'elle permettra d'être choisie plus facilement par les clients, les partenaires ou les donneurs d'ordre qui se retrouveront dans les valeurs que vous véhiculez. Améliorer également votre performance parce que très souvent, la RSE permet de réduire vos coûts et d'optimiser vos dépenses. Et gagner en crédibilité parce que vous allez pouvoir vous différencier localement et renforcer votre réputation. À qui est-ce que ça s'adresse? Eh bien, je dirais à tout le monde parce qu'aujourd'hui, la RSE est un enjeu global qui concerne toutes les entreprises, indépendamment de leur taille ou de leur secteur d'activité. C'est un enjeu systémique parce qu'il touche à toutes les fonctions que l'on retrouve dans une entreprise et existentiel parce qu'il interroge sur la finalité même de l'entreprise. Pour illustrer tout ça, je vais vous donner un exemple. Le précédent grand sujet de transformation était l'arrivée du digital, qui a bouleversé de façon brutale la plupart des secteurs d'activité. Et Kodak, qui à l'époque était vraiment un emblème du capitalisme américain, a totalement disparu en à peine une dizaine d'années parce qu'ils ont trop tardé à adapter leur stratégie et leur offre à la nouvelle donne qu'imposait l'arrivée du digital dans l'univers de la photo. Alors, du coup, de quoi a-t-on besoin pour initier une démarche RSE? Eh bien, objectivement, pas grand-chose. L'engagement de la direction est essentiel. Plus la direction est moteur et impliquée et exemplaire, et plus ce sera facile à mettre en place dans l'entreprise. À l'image d'Inelis, sans notre dirigeant Nicolas Apriestre, on n'en serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas initié toutes ces actions. En revanche, il suffit de ressources financières modestes. Le MEDEF estime en moyenne à 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et puis, il faut arriver à mobiliser les équipes. Plus on engage ses collaborateurs, plus la démarche sera efficace. Et enfin, dans l'absolu, il faut un accompagnement externe avec des équipes qualifiées, expérimentées et surtout un regard neutre et extérieur sur votre entreprise et votre activité. Quel peut être l'intérêt donc de mettre en place une démarche volontaire pour les TPE, puisqu'aujourd'hui, rappelons-le, il n'y a pas d'obligation réglementaire qui concerne les toutes petites entreprises? Eh bien, déjà en matière d'attractivité et de recrutement, les entreprises engagées, que ce soit sur l'aspect social ou écologique, peu importe, attirent et retiennent les talents qualifiés. Les jeunes, mais pas que, vont privilégier ces entreprises dans leur recherche d'emploi parce qu'aujourd'hui, ils cherchent à donner du sens à ce qu'ils font et pas uniquement à avoir un poste et un salaire associé. Ensuite, toute stratégie RSE comprend des actions pour améliorer le bien-être des employés en optimisant leurs conditions de travail. Donc, une meilleure qualité de vie au travail réduit le turnover et favorise la fidélité à l'entreprise. La stratégie RSE est perçue comme un gage de durabilité. Selon le MEDEF, 83% des salariés dans les entreprises engagées dans une stratégie RSE se sentent confiants dans leur avenir professionnel, en opposition avec la grande tendance actuelle de l'éco-anxiété face au monde du travail. Et enfin, la RSE renforce l'entraide et l'engagement collectif en fédérant les collaborateurs autour de valeurs partagées. Et cette cohésion va renforcer l'attachement à l'entreprise et stimuler la motivation.
Donc, il y a un vrai avantage sur la partie attractivité et fidélisation des collaborateurs. Ensuite, côté business, les clients ou les consommateurs finaux sont de plus en plus demandeurs de produits durables. Selon Opinionway, 48% des Français sont prêts à payer plus cher pour des produits ou des services responsables. Soit par conviction, soit par obligation, parce qu'eux-mêmes seraient soumis à des obligations légales. Leurs clients ou leurs fournisseurs intègrent de plus en plus de critères éthiques et durables dans leur choix de partenaires. Donc là aussi, c'est un vrai avantage concurrentiel. Et puis pour ceux qui travaillent avec les marchés publics, il y a eu la loi climat en 2021 qui a rendu obligatoire les critères environnementaux dans les appels d'offres publics, favorisant l'accès au marché pour les entreprises qui étaient déjà engagées dans une stratégie RSE. Et d'ici 2026, donc c'est vraiment demain, le prix ne pourra plus être le seul critère des acheteurs publics. Ça va fermer progressivement la porte au marché public pour les entreprises qui n'auront absolument rien fait en matière de RSE. Donc, on constate que les exigences des parties prenantes vis-à-vis des entreprises se sont considérablement renforcées en très peu de temps. Cela implique que les entreprises prennent des engagements qui aillent au-delà de simplement la mise en place d'objectifs RSE. Par exemple, on l'a vu précédemment côté salarié, depuis le Covid, ça s'est énormément renforcé. Donc, au-delà d'un revenu décent et de la perspective d'une évolution de carrière alléchante, ils attendent désormais de leur employeur du sens et de l'engagement sincère sur des sujets soit sociaux, soit environnementaux, soit les deux. Et ça se traduit par des refus de poste ou même des départs de salariés de l'entreprise pour aller chercher des entreprises plus engagées. Ensuite, les donneurs d'ordre accordent vraiment une importance croissante aux critères RSE dans la sélection de leurs fournisseurs parce qu'eux-mêmes ont besoin de montrer qu'ils s'entourent de partenaires responsables. Et le monde de la finance est de plus en plus actif sur le sujet, avec d'un côté les fonds d'investissement qui font de la RSE un vrai critère de sélection et de valorisation au niveau de leur participation, et de l'autre, les banques qui proposent des critères à taux préférentiels, voire même qui soumettre l'accord du crédit à des engagements RSE. Donc, on constate qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt aujourd'hui, que ce soit sur la partie interne ou externe, à s'engager dans une démarche RSE. Alors, peut-être que l'intérêt... Pourquoi s'engager rapidement? Eh bien, on constate que la partie réglementation, obligation évolue de plus en plus vite. On a eu différentes réformes qui sont arrivées depuis la loi Pacte, qui pour l'instant concernent plutôt les grosses entreprises, mais on sait qu'à terme, l'objectif, c'est vraiment d'engager toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, dans une démarche RSE pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à 2050, qui sont d'atteindre donc la neutralité carbone et d'essayer de limiter le réchauffement climatique. Ensuite, le deuxième point, c'est que tant que vous êtes dans une démarche volontaire et qu'il n'y a pas donc d'obligation réglementaire directe qui vous concerne, il y a pas mal d'aides financières qui peuvent être accordées, soit au niveau de la région, par exemple, si on parle de Lyon, la métropole accorde certaines aides, mais aussi au niveau d'instituts spécifiques qui peuvent vous accompagner donc, dans vos démarches, et enfin au niveau des OPCO qui ont intégré de plus en plus de financement en faveur de la RSE dans leurs accompagnements. Ce ne sera plus le cas à partir du moment où ça deviendra une obligation réglementaire. On a eu le cas là déjà, par exemple, pour l'accompagnement sur les bilans carbone, puisque, rappelons-le, la stratégie de décarbonation est un des points les plus importants, on va dire, et donc sur lequel il y a le plus d'accompagnement possible. Jusqu'à l'année dernière, les TPE pouvaient obtenir jusqu'à 60% de leur financement pour le bilan carbone. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 40% et avec en général des budgets qui se clôturent avant la fin du dernier trimestre de l'année. Donc c'est vrai que les aides aujourd'hui sont vraiment plus favorables tant que vous êtes dans une démarche volontaire. Ça sera plus difficile de les obtenir quand ce sera une obligation réglementaire. Et puis, c'est ce qu'on a vu précédemment par rapport aux parties prenantes.
on est vraiment sur de la confiance dans un environnement qui est plutôt instable, hein. Je ne vais pas rentrer dans le débat de ce que l'on vit actuellement sur le point de vue économique, politique, mais on sent vraiment que l'environnement globalement est instable. Et c'est vrai qu'une entreprise qui montre qu'elle est fiable, qu'elle est stable, qu'elle est responsable, eh bien, ça peut se traduire vraiment en nouvelle opportunité de marché, puisque les entreprises qui sont soumises à des obligations réglementaires de leur côté, donc toutes les grosses structures, vont chercher à s'entourer de partenaires qui montrent effectivement qu'elles sont engagées et qu'elles font des choses dans ce sens-là. Donc, il y a vraiment cette notion de confiance qui est de plus en plus importante aujourd'hui, et je dirais, compte tenu de l'environnement dans lequel on évolue actuellement, ça devrait continuer dans ce sens-là, a priori. Alors, maintenant que je vous ai donné un petit peu de contexte, je vais vous montrer comment on peut effectivement s'engager sans que ce soit, comme je le disais au départ, trop lourd ou trop coûteux. J'ai choisi 3 types d'accompagnement avec différentes étapes. Donc, on peut débuter par de la sensibilisation. On a notamment des ateliers comme la fresque du climat ou la fresque de la biodiversité, qui sont des ateliers ludiques, participatifs et qui permettent d'intégrer jusqu'à 24 personnes dans un atelier qui dure entre 3 heures et 3h30. Ensuite, si on veut aller plus loin que la sensibilisation, on a le passage à l'action avec la démarche la plus globale, la plus générale, qui va être l'audit et la mise en place d'une stratégie RSE. L'idée, c'est de venir faire un diagnostic de l'existant, c'est-à-dire à la fois ce que vous faites déjà très bien, ce qui se pratique sur le marché à travers un benchmark de vos concurrents, et on va venir interroger vos parties prenantes, aussi bien internes qu'externes, pour faire un point sur leurs attentes et les sujets qui seraient prioritaires. Et de tout ça va découler votre stratégie RSE avec un plan d'action priorisé et des KPI associés à ce plan d'action qui vous permettront de suivre cette stratégie. Et enfin, pour une entreprise qui serait déjà engagée mais qui a envie de formaliser beaucoup plus les choses, on va avoir la concrétisation de ces engagements avec, par exemple, l'obtention du statut d'entreprise à mission. J'aurais pu choisir une labellisation, mais ce statut aujourd'hui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Je dis commence parce que c'est un statut assez récent, hein. Il est arrivé en France avec la loi Pacte en 2019 et les premières entreprises à être passées entreprise à mission datent de 2020-2021, donc c'est assez récent. Mais c'est un véritable engagement et les entreprises y sont sensibles. Pour la partie entreprise à mission, de la même manière, on va faire un diagnostic de l'existant, on va s'intéresser à vos concurrents, voir ce qui se pratique sur le marché. On fera une synthèse des enjeux de vos parties et des attentes de vos parties prenantes, ce qui nous permettra ensuite, en atelier de co-construction, de définir votre raison d'être avec des objectifs et des indicateurs qui sont associés. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais vous donner des exemples concrets de clients qu'on a accompagnés dans ces démarches-là. Donc, sur la partie sensibilisation, par exemple, on a un de nos clients qui est un institut de sondage d'une 30aine de personnes à peu près, avec un dirigeant qui est très engagé et une démarche RSE qui est initiée, qui est vraiment vécue au quotidien dans l'entreprise. Mais il trouvait intéressant de sensibiliser encore plus leurs salariés aux objectifs, aux enjeux plutôt environnementaux, pour continuer d'insuffler cette culture commune, de renforcer la cohésion et l'engagement des équipes et de faire émerger également des nouvelles idées, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, la stratégie RSE était plutôt initiée par la direction en fonction de leurs envies et de leurs attentes, et ils voulaient qu'il y ait des choses qui viennent aussi de leurs équipes. Donc, on a organisé 2 ateliers distincts sur les causes et les conséquences du changement climatique pour le premier atelier, donc c'est la fresque du climat, et sur l'érosion de la biodiversité, c'est la fresque de la biodiversité. Chaque atelier s'est déroulé en 3 phases. Il y a une première partie qui est vraiment de la sensibilisation des équipes en construisant une fresque à travers des cartes ludiques. Ensuite, il y a une partie créative et appropriation des enjeux. Ça permet de vraiment bien comprendre et de s'assurer que les participants ont compris les enjeux, les causes et les conséquences, et identifier et proposer des solutions concrètes que l'entreprise peut mettre en œuvre. On fait travailler les participants sur les idées, les actions qu'ils peuvent avoir à titre individuel et au niveau de l'entreprise, et ça permet effectivement à l'entreprise d'avoir de nouvelles idées.
Pour ce faire, on était 2 consultants parce que pour une trentaine de personnes, c'est bien d'avoir 2 personnes et donc on a fait ces 2 ateliers qui duraient chacun 3 heures, 3h30 à peu près. Les résultats obtenus, eh bien, c'est une prise de conscience sur les enjeux environnementaux et les conséquences de nos actions en tant qu'êtres humains. Une réflexion collective sur les actions à mettre en œuvre au sein de l'entreprise pour justement essayer d'aller plus loin que ce qui était déjà fait. Et puis, un vrai moment de partage de valeurs et de renforcement de la cohésion d'équipe. Autre exemple, pour la partie passage à l'action et donc audit et stratégie RSE, on a accompagné une société qui est dans l'ingénierie de la construction, donc qui fait à la fois de la promotion immobilière et de la maîtrise d'œuvre. Eux, pour le coup, on était plutôt dans une démarche RSE à initier, avec de plus en plus d'attentes de leurs parties prenantes. Donc, l'entreprise compte 14 personnes et il y avait à peu près tout à mettre en place. Une vraie volonté de structurer et de valoriser une démarche responsable, de répondre aux attentes de leurs partenaires et de leurs donneurs d'ordre. Ça permettait également pour eux de fidéliser, de mobiliser et de fédérer les équipes en donnant un sens à leur travail au quotidien. Et puis, initier une vraie dynamique d'amélioration continue. On a réalisé un audit RSE, donc avec ce qu'ils font actuellement au niveau de l'existant, au niveau de leurs pratiques, un benchmark de leurs concurrents pour s'inspirer, déjà de se rendre compte de la réalité du marché, de savoir ce qui se pratique, est-ce qu'ils étaient réellement en retard? Et la réponse était plutôt oui. Et de s'inspirer de ce qui pouvait être fait sur le marché. Et ensuite, les interviews des parties prenantes, parce que c'est très important quand on initie une démarche RSE, de le faire, de ne pas le faire tout seul déjà en fonction uniquement de ses idées, de joindre donc dans le projet à la fois les équipes internes pour s'assurer qu'on arrivera à les fédérer. C'est beaucoup plus facile quand on sent que les idées sont communes à tout le monde, mais aussi de s'assurer qu'on va dans le bon sens par rapport aux attentes de nos parties prenantes externes. Parce que parfois, on peut vraiment avoir des surprises en pensant par exemple que les clients vont nous attendre sur la partie carbone CO2, alors que finalement, ils nous attendent sur d'autres sujets comme la gestion des déchets, en l'occurrence pour ce client, la sécurité sur les chantiers. Voilà. Donc, c'est vraiment important, cette partie interview des parties prenantes. Ensuite, il y a un gros travail d'analyse du coup de l'audit, de tout ce qu'on a dit précédemment, avec une préconisation des actions de notre côté et une co-construction donc collective avec l'ensemble de l'équipe pour prioriser les actions dans un plan d'action et avec des indicateurs de suivi qui permettront ensuite, puisqu'on s'est donné systématiquement pour chaque objectif un objectif de temps, de suivre donc ces actions et de s'assurer qu'on est dans le bon timing pour la réponse aux objectifs. On a là aussi travaillé à 2. Ça nous a pris 5 réunions de travail collectives et on a pu décliner une stratégie RSE à l'issue de notre accompagnement. Au niveau du client, pour lui, le résultat, ça a été un diagnostic de l'existant et des attentes des parties prenantes internes et externes, donc une vision très claire de ces enjeux. Un plan d'action adapté au contexte de l'entreprise, à sa taille, à son secteur d'activité et à ses enjeux. Des KPI faciles à suivre parce que les indicateurs, on les a définis ensemble, donc ça permet vraiment d'avoir un suivi facilité. Un renforcement de sa compétitivité sur les marchés publics et privés parce que ce que l'on a mis en place répondait vraiment aux attentes de ses parties prenantes externes et permettait soit de rattraper le retard qu'il avait vis-à-vis de ses concurrents, soit de prendre un petit peu d'avance sur des sujets sur lesquels les concurrents n'étaient pas encore allés ou n'avaient pas encore optimisé les choses. Et puis, indéniablement, ça a permis de cultiver le sentiment d'appartenance et la motivation des équipes qui ont énormément apprécié d'être intégrées intégralement à la démarche du début à la fin. Dernier exemple, la partie donc entreprise à mission. Donc, on est sur une entreprise qui fait de la gestion d'immeubles de bureaux avec un dirigeant qui était déjà très sensibilisé, une entreprise plutôt engagée dans diverses actions, mais qui avait envie d'aller plus loin. Donc, on est sur une structure qui compte à peu près une vingtaine de personnes. L'objectif, c'était de structurer et de renforcer les actions RSE existantes,
de valoriser l'engagement social, sociétal et environnemental de l'entreprise, parce qu'eux étaient vraiment sur les 3 sujets, et de sensibiliser les collaborateurs aux valeurs RSE. Donc, au niveau des solutions, on a créé un groupe de travail interne de manière à pouvoir avancer avec ce groupe de travail, et on a sensibilisé l'ensemble des équipes aux enjeux du statut. Ensuite, on a travaillé ensemble pour la définition de la raison d'être et les objectifs statutaires et les actions associées qui en découlent. Et on a adopté tous ensemble une stratégie de communication et un accompagnement annuel. Ça, c'était un choix de l'entreprise, puisque une fois que tout a été mis en place, ils ont eu envie qu'on les accompagne encore sur la valorisation de leur engagement, parce que ils estimaient que la partie communication, c'était pas leur métier et qu'ils avaient besoin d'être accompagnés sur ce sujet-là. Et puis, qu'on continue à les accompagner donc, sur ce fameux accompagnement annuel, parce que l'entreprise à mission implique de réaliser chaque année donc un rapport annuel, et implique également un contrôle par un organisme tiers indépendant qui vient s'assurer que l'entreprise met tout en place afin d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Du coup, c'est vrai que c'est un travail important qui nécessite pas mal d'engagement interne, qui nécessite du temps également. Et comme on les avait accompagnés depuis le départ à la mise en place de ce statut, ils estimaient qu'on était bien placé pour pouvoir continuer de les accompagner à ce niveau-là. Les résultats obtenus, eh bien, c'est l'obtention du statut d'entreprise à mission. Donc, c'est une vraie valorisation aujourd'hui dans leur démarche. Une différenciation dans le secteur immobilier, puisqu'ils ont vraiment été précurseurs sur leur marché. Une vraie mobilisation et un engagement des équipes à travers une vision commune, parce qu'encore une fois, cette stratégie a été partagée et diffusée en interne et choisie par l'ensemble des équipes. Une garantie de la conformité et de la durabilité de l'engagement grâce à un suivi adapté. Ce que je vous disais, il y a vraiment le suivi avec le rapport annuel plus le contrôle de l'OTI, et un renforcement de la confiance au niveau des clients et des partenaires, parce qu'on peut reprocher parfois sur la démarche RSE que ce soit beaucoup de choses que l'entreprise affirme faire, mais finalement avec peu de contrôle. En gros, les détracteurs vont dire qu'on peut bien mettre tout ce qu'on veut dans un rapport RSE, personne ne vient réellement vérifier les dires. Et bien là, avec l'entreprise à mission, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a un vrai engagement à la fois au niveau statutaire, puisque c'est quelque chose qui est inscrit dans les statuts de l'entreprise et que l'on peut perdre si on ne respecte pas ses engagements. Et ce qui vient concrétiser et valoriser tout ça, c'est le contrôle de l'OTI, donc qui pour le coup est totalement indépendant et vient s'assurer du bon respect des engagements de l'entreprise, ou en tout cas de la mise en œuvre de tous les moyens pour essayer d'atteindre ces objectifs-là. Donc c'est vrai que ça renforce la confiance au niveau des clients et des partenaires. Voilà pour cette partie-là, pour cette partie exemple. Donc, en gros, au niveau de l'accompagnement que l'on propose, puisque la plupart de nos clients sont des TPE ou des petites PME, donc pas encore soumis aux obligations réglementaires, mais qui, pour certaines, ont envie de se lancer dans les démarches. Il y a 4 grands principes au niveau de notre accompagnement. Le premier, c'est qu'on a vraiment on a mis en place et on a créé sur mesure des accompagnements qui permettent, avec quelques actions simples, de générer soit des économies, soit des gains de visibilité. On va être par exemple sur la baisse de la consommation d'énergie, la mutualisation des achats ou une meilleure gestion de son tri. Donc là, on va être sur des économies directes. Ou ça peut être l'obtention d'un label ou la réalisation de son bilan RSE qui va donner une crédibilité commerciale rapide et qui peut ouvrir de nouveaux marchés pour le coup. Ensuite, le volet personnalisation, que ce soit sur le temps que vous devez dégager pour lancer votre démarche, que ce soit au niveau des ressources à mobiliser ou du budget. On a vraiment, encore une fois, créé des solutions sur mesure qui s'adaptent à l'entreprise et qui sont vraiment proportionnées à ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez mettre en place. Ensuite, l'accessibilité, c'est vrai qu'on a tout fait pour que nos livrables soient simples, c'est-à-dire que ce ne soient pas des rapports trop complexes qui ne puissent être compris que par des spécialistes de la RSE.
On a vraiment fait en sorte que notre pédagogie et notre méthodologie soient adaptées. Et enfin, facilitateur, parce que la démarche est vraiment très opérationnelle et le fait d'intégrer, alors bien sûr avec l'accord de la direction, hein, d'intégrer la direction et les équipes dans la démarche, nous a obligés quelque part à traduire vraiment les grands principes de la RSE, les grands concepts, en actions simples qui puissent être comprises et accessibles pour tout le monde. J'espère que, du coup, à travers ces différents exemples et à travers la première partie un petit peu plus explicative, vous aurez à la fois un peu mieux compris ce qu'est la RSE et l'intérêt que vous pouvez avoir à vous engager dans une démarche affirmée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe vraiment une variété d'outils, d'accompagnement et qu'encore une fois, tout est vraiment fait sur mesure avec vous, en fonction de votre contexte, en fonction de vos souhaits, en fonction de votre budget, en fonction du temps que vous avez à y accorder, en fonction de la taille de votre entreprise, de votre secteur d'activité. Est-ce que c'est un secteur qui est déjà bien engagé ou non? En fonction de la maturité RSE de votre entreprise, est-ce que vous êtes déjà bien avancé sur le sujet ou est-ce qu'au contraire, vous voulez vous lancer et vous avez besoin de notre accompagnement pour ça? Donc voilà, les missions que nous réalisons le plus, c'est celles qui sont présentées là. Donc, ce que je vous ai expliqué, la sensibilisation environnementale, c'est un terme global, mais qui regroupe beaucoup de choses. Il y a la partie fresque, mais on a aussi créé sur mesure des ateliers de sensibilisation sur différents sujets. Donc, il y en a effectivement sur, là aussi, le climat, la biodiversité, mais aussi le numérique responsable, la sobriété de manière générale, les achats et les démarches responsables. Donc, c'est des formats qui sont plus courts parce que parfois, le format de la fresque, même s'il a un côté très sympa, très pédagogique, très ludique, mobiliser toutes les équipes pendant 3 heures, 3h30, ça peut être un peu compliqué. Donc, on a mis en place ces ateliers qui sont plutôt d'une trentaine de minutes et qui permettent de faire des formats plus courts, mais avec beaucoup d'informations et une partie assez ludique aussi avec un côté, avec un quiz, donc qui rend la formation plutôt sympa. Ensuite, on va travailler sur tout ce qui est produits et services durables. La partie énergie et climat, donc là, on est à la fois en mesure de vous accompagner pour ceux qui le souhaitent sur un bilan carbone complet, donc avec les 3 scopes et avec le budget et le temps associé. Mais on a aussi créé un bilan de gaz à effet de serre qui permet de s'intéresser au scope 1 et 2, donc autrement dit, ce que l'entreprise maîtrise beaucoup plus, et donc qui permet d'avoir déjà une bonne image de ces émissions de CO2 et surtout de travailler sur ce qu'elle peut elle-même gérer, puisque le scope 3, c'est ce qui est indirect et que l'entreprise ne maîtrise pas. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'agir sur ce volet-là. Comme vous n'êtes pas, pour les petites entreprises, encore une fois, vous n'êtes pas dans l'obligation réglementaire de faire votre bilan carbone, ce bilan adapté est beaucoup plus adapté à votre entreprise. Il prend aussi beaucoup moins de temps et évidemment est beaucoup moins cher qu'un bilan carbone complet. Mais dans l'absolu, on est capable de faire les deux. La partie diagnostic et stratégie RSE, c'est l'exemple que je vous ai donné. La directive CSRD, on peut aujourd'hui accompagner les clients qui y sont soumis, mais on est aussi en train de travailler sur la partie VSME, donc qui est une version adaptée des attentes CSRD pour les plus petites entreprises. Et on suit un petit peu l'évolution de tout ça. Il y a de fortes chances que la VSME devienne un peu un standard, à la fois pour les grosses entreprises qui demandent des comptes aux plus petites entreprises, plus qu'un rapport RSE, puisque comme la VSME est adaptée aux attentes de la CSRD, pour les entreprises qui sont soumises à la CSRD, ça leur permettra d'implémenter directement ça dans leur réponse à la CSRD. Et puis, tout ce qui est banque, appel d'offres, etc., probablement que ça va devenir un peu un outil de standardisation. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur cette partie VSME, CSRD. Et dernier point, le label, la partie évaluation entreprise à mission. Donc, tout ce volet-là, sur la partie entreprise à mission, on peut vous accompagner donc du début à la fin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et sur la partie labellisation, c'est plutôt
travailler avec vous sur le choix du label, parce qu'il en existe différents. Donc, il faut s'assurer que ce sont des choses qui peuvent répondre aux attentes de l'entreprise. Et puis, vous préparer à l'obtention de votre label. On ne peut pas nous-mêmes vous labelliser, mais en tout cas, on peut faire en sorte que la labellisation se passe beaucoup plus facilement. Voilà. De mon côté, donc, j'ai fini pour la partie présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vois qu'il y a, donc, on m'interroge sur la CSRD et la VSME. Alors oui, pardon, ce sont des termes un peu barbares et un peu, donc ce sont des acronymes de termes anglais. Pour faire très simple, la CSRD, c'est une directive européenne qui a été déclinée de manière à ce qu'on essaye d'avoir une stratégie européenne commune sur les attentes en matière de RSE. Pour le moment, les objectifs donc, devaient se décliner jusque 2029 avec des paliers en termes d'effectifs d'entreprise, de chiffre d'affaires et de total bilan qui donnait donc la directive d'obligation réglementaire pour les entreprises. Pour le moment, très honnêtement, ça a été un petit peu ralenti au niveau de l'Europe parce que certains pays, comme l'Allemagne notamment, ont fait pression pour diminuer les seuils. Donc, on ne sait pas réellement comment ça va évoluer. Les très grosses entreprises y sont soumises. Et ça devait descendre jusqu'au PME de 250 personnes. Donc, on passait d'obligations réglementaires qui étaient jusque-là que pour les très gros groupes et les sociétés cotées. Le dernier palier donc, de la directive CSRD pour 2029 visait les PME de 250 personnes. Donc, on s'approchait quand même des plus petites entreprises. Bon, pour le moment, ce palier est mis en stand-by et on attend un petit peu de savoir ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je parlais de la VSME. Donc, c'est une version qui était censé s'adapter aux plus petites entreprises parce que la directive CSRD est vraiment une sacrée usine à gaz avec énormément de critères à remplir pour les entreprises. Et donc, la VSME était une version plus adaptée de ces obligations réglementaires qui était censée s'adapter donc aux petites entreprises pour les préparer puisque, encore une fois, on sait qu'à terme, l'objectif, c'est que tout le monde soit soumis à ces obligations réglementaires, avec l'obligation donc de répondre à ces attentes et donc de publier ces résultats en matière de RSE. La VSME était une version simplifiée qui était beaucoup plus adaptée aux petites entreprises pour commencer à répondre à ces attentes et à se préparer à la CSRD. Et comme on parle beaucoup d'obligations par rebond, c'est-à-dire que les obligations RSE touchent l'intégralité de la chaîne de valeur de l'entreprise, ce qui veut dire qu'une très grosse structure, un très gros groupe qui aujourd'hui va être soumis à la CSRD, par exemple, doit répondre de ses actions, mais doit aussi répondre de l'intégralité des actions, des structures avec lesquelles elle travaille, donc clients-fournisseurs. C'est là où on arrive sur les obligations par rebond, parce que du coup, ils vont demander des comptes à l'intégralité, ça c'est sur le papier. Dans un premier temps, on est sur les plus gros partenaires, puis petit à petit, il faudra s'intéresser à tous les clients et fournisseurs avec lesquels ils travaillent. C'est là où des toutes petites entreprises peuvent se retrouver à devoir rendre des comptes parce qu'elles ont travaillé même ne serait-ce qu'une fois avec une grosse entreprise, mais qui a besoin de rendre des comptes et donc qui leur demande de donner des indicateurs RSE assez précis. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette partie CSRD, VSME. Mais encore une fois, je suis vraiment disponible à titre individuel si vous voulez qu'on ait un échange plus précis là-dessus. Alors, j'ai une autre question. On me dit donc souvent à la création de l'entreprise, les dirigeants ne voient pas l'intérêt d'initier une démarche RSE. Je suis seule pour le moment et pas les moyens. Comment les convaincre ? Alors, je le constate au quotidien parce que ce sont les échanges que j'ai très souvent avec nos clients. Ce qui, en général, crée la bascule, très honnêtement, c'est à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt d'un point de vue commercial ou business, surtout pour une petite entreprise. Parce que le volet recrutement, fidélisation des salariés, pour une petite structure, c'est forcément moins un enjeu. Donc, ça va plutôt être ce volet-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui joue en la faveur de peser là-dedans, c'est qu'on va avoir de plus en plus de demandes. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que si on a besoin d'une banque, par exemple, pour concrétiser un projet,
Ils vont demander à l'entreprise qu'elles font en matière de RSE. Pour l'instant, les entreprises peuvent encore répondre qu'elles ne font rien. Mais du coup, il n'y aura pas de taux préférentiel. Et pour une petite entreprise, ça peut vraiment faire la différence. Voire parfois, il y a des crédits qui sont un peu plus compliqués à obtenir selon l'investissement des banques sur ce sujet-là, on va dire. Elles ne sont pas toutes au même niveau là-dessus. Et puis après, c'est ce que je disais, c'est vraiment les structures, les grosses structures avec lesquelles on pourrait être amené à travailler, qui vont demander des comptes aux entreprises avec lesquelles elles travaillent, ou alors qui vont, et ça pour le coup c'est un peu moins visible, elles vont chercher des partenaires qui montrent qu'elles sont très engagées sur la RSE. Nous, on a des clients qui nous ont remerciés parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec le statut d'entreprise à mission, il y a des clients qui les ont contactés directement, non pas pour leur prix, non pas pour la qualité de leur service, dans un premier temps en tout cas, mais parce qu'ils étaient entreprises à mission, parce qu'ils avaient du coup une vraie démarche affirmée et qu'ils avaient la volonté de ne travailler qu'avec des entreprises engagées dans ce secteur-là. Donc, c'est plutôt sur ce volet-là aujourd'hui qu'on peut essayer de motiver un chef d'entreprise. Souvent, c'est ce que je disais au départ, ce qui leur fait peur, c'est la lourdeur on associe souvent la RSE avec beaucoup de lourdeur parce qu'il y a beaucoup d'administratif, de rédactionnel à faire. C'est pour ça que nous, on est là pour vous faire vraiment gagner du temps là-dessus. C'est encore plus facile quand c'est un client d'Inelis parce qu'il y a pas mal de données comptables, sociales qu'on peut récupérer assez facilement. Donc, ça a un autre avantage. Mais surtout, il faut les rassurer là-dessus sur le fait que il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire assez rapidement, qui permettent, entre guillemets, de gagner des points, mais sans que ce soit ni trop lourd, ni trop coûteux pour une petite entreprise. C'est vraiment à l'échelle de l'entreprise. On me demande comment une entreprise communique d'avoir une démarche RSE. Alors, la communication, c'est pas forcément moi mon volet. On a la chance de travailler avec une structure qui s'occupe de tout le volet communication, aussi bien pour nous que pour nos clients. Mais si je peux donner un conseil sur la partie communication, c'est de vraiment communiquer sur le réel engagement de l'entreprise pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le greenwashing, donc de vouloir trop en faire, trop en mettre en avant et qu'il n'y ait pas grand-chose derrière. Donc, la meilleure communication qu'on peut avoir, c'est de communiquer sur des actions concrètes et des engagements de l'entreprise. À la question comment, si la question c'est vraiment sur les outils, eh bien, vous allez avoir la partie site internet, c'est-à-dire que si votre entreprise est engagée dans une démarche RSE, il y en a beaucoup qui le font, par exemple, avec beaucoup de pudeur parce qu'ils le font non pas pour le mettre en avant, justement, pour ne pas tomber dans le greenwashing, ils le font par vraie conviction ou par intérêt économique. Mais c'est hyper important de le mettre en avant quand même par rapport à ce que je vous disais justement sur le fait que des partenaires potentiels peuvent venir vous chercher pour ça. Donc, ça va être soit le site internet où il faut créer une page vraiment sur les valeurs, la démarche RSE de l'entreprise, les engagements, ce qu'elle fait. Ça peut être aussi dans vos contrats, une partie au niveau contractuel qui va affirmer les engagements de l'entreprise. Et sinon, ça va être sur les réseaux sociaux. Ça demande un petit peu plus de pratique. Il faut être à l'aise avec ce volet-là. Mais si vous allez regarder, par exemple, sur mon LinkedIn, vous verrez qu'on met en avant régulièrement ce que l'on fait pour les clients, ce que l'on fait en interne. Mais encore une fois, il faut que ce soit du concret, il faut que ce soit des actions réelles pour que les clients puissent vraiment s'identifier à ce que vous faites et constater que, encore une fois, ce ne sont pas des jolis mots mis en avant sur un site internet et qu'au final, derrière, il n'y a rien du tout. Ça, c'est pareil, que ce soit côté client ou côté, si on est plutôt sur le volet salarié, fidélisation des salariés, etc., il n'y a rien de pire que de s'attendre à quelque chose et de se rendre compte que finalement, c'est creux et qu'il n'y a rien derrière. Là, vraiment, il vaut mieux rien faire du tout. Par contre, communiquer à son échelle, mettre en avant ce qu'on a fait, ça, pour le coup, ça a une vraie valeur.